Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet qui est un sujet assez difficile, qui est un sujet délicat à appréhender, parce que malheureusement, quand il est développé par des personnes qui se disent spécialistes de la question, il est malheureusement très souvent profondément caricaturé. Et pour réussir à trouver, à démêler un petit peu le vrai du faux de ces questions-là, il faut faire un tout petit peu de recherche, c'est pas très difficile, c'est accessible à tout le monde heureusement. Mais le problème, c'est que lorsqu'une personne caricature des positions, pour trouver la vérité, il faut faire des recherches sur des choses qui ne caricaturent pas la vérité. Et c'est exactement en fait la difficulté qu'on a avec un personnage comme Caroline Goldman. Donc Caroline Goldman, c'est une psychologue d'obédience psychanalyste qui se dit spécialiste de l'éducation, spécialiste du développement de l'enfance et spécialiste des questions de l'adolescence. Caroline Goldman, elle intervient beaucoup pour préparer cet épisode. J'ai lu quelques-unes de ses interviews. J'ai lu un petit peu les critiques qui étaient émises contre elle, je suis allé voir les sources qui avaient été fournies autour de ces critiques-là, et j'ai écouté beaucoup de ces podcasts, beaucoup. C'était long, heureusement je faisais quelque chose à côté en même temps parce que c'était long et parfois assez pénible de ma part, et c'est une personne qui est énormément critiquée actuellement. Elle n'est pas critiquée pour ce qu'elle est, contrairement à ce qu'elle prétend, elle est critiquée pour ses propos. Et elle est critiquée pour des propos qui sont des propos assez précis. Je ne sais pas trop dans quel ordre vous montrez ça. Je ne sais pas trop dans quel ordre vous montrez ça, mais je pense que pour introduire le mieux, du coup, qui est cette personne-là, il faut lire un article du 16 décembre 2022 parce que cet article résume un tout petit peu les positions caricaturales que Caroline Goldman défend. C'est un article qui a été partagé sur le site RTS qui dit on ment aux parents sur le réalisme de la méthode de l'éducation positive. Alors, il se trouve que l'éducation positive, c'est un sujet, pour le coup, qui a été étudié. Et je vous ai trouvé, on va le lire ensemble, du coup, une méta-analyse qui a été produite en 2014 aux États-Unis. Et puis on lira ensuite une autre méta-analyse qui, elle, a été produite en 2021, qui prend le contre-pied total de l'éducation positive et qui s'intéresse justement, non pas aux méthodes d'éducation positive, mais aux méthodes qui pratiquent le châtiment corporel, comme la fessée, par exemple. Et donc, déjà, vous voyez, on nous ment sur le réalisme de l'éducation positive. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que cette personne ne tienne pas juste des propos en disant on nous ment là-dessus et qu'elle nous fournisse des sources qui nous permettent de comprendre en fait sur quoi précisément on nous ment pour que son billet ne soit pas juste un billet d'opinion. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Psychologue pour enfants et adolescents, elle dénonce dans la matinale de vendredi les contre-vérités médiatiques de l'éducation positive bienveillante. Cette méthode qui a séduit des millions de parents ne prend pas en compte le besoin psychique de l'enfant. Et on va revenir là-dessus parce que je peux vous l'affirmer vraiment sans aucune hésitation que cette phrase est fausse. Pour le coup, dire que l'éducation positive bienveillante, l'éducation les 3 P comme il l'appelle aux États-Unis, ne prend pas en compte le besoin psychique de l'enfant, c'est vraiment une contre-vérité. Et elle nous dit l'éducation positive bienveillante qui vise à encourager l'enfant plutôt qu'à le punir. Oui, effectivement, dans l'éducation positive, la notion de punition n'existe pas. On ne parle pas de notion de punition. Il y a une notion effectivement de limite qu'il va falloir intégrer par l'enfant rapidement. On va en reparler assez longuement. Mais effectivement, ce n'est pas tant encourager l'enfant que, on va revenir dessus après, que expliquer la décision parentale. Donc bref, telle qu'elle est enseignée en France, ne convainc pas du tout Caroline Goldman, psychologue pour enfants et adolescents, qui est l'autrice de Fil dans ta chambre. Offrez des limites éducatives à vos enfants. Et donc déjà, on voit une première caricature qui est assez problématique de la part d'une personne qui se dit spécialiste, qui veut simplement vendre ses bouquins, puisqu'elle nous dit, dans l'éducation positive, les parents ne proposent pas de limites éducatives à leurs enfants. Et c'est complètement faux. Alors vraiment, là, je peux vous garantir que c'est complètement faux. Il se trouve que moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur l'éducation des enfants, pour des raisons qui me regardent, que vous devinez, évidemment. Je n'ai jamais lu nulle part, dans les bouquins qui parlent de l'éducation positive, j'ai lu des trucs, vraiment des livres qui étaient vraiment uniquement axés sur ce qu'était l'éducation positive, et j'ai lu des bouquins sur l'éducation des enfants, qui parlaient pas du tout de l'éducation positive, qui parlaient plutôt des développements psychomoteurs, psycho-affectifs, comment ça fonctionnait, etc. Donc j'ai vraiment lu de tout. Je n'ai jamais lu dans un seul de ces ouvrages que l'éducation positive bienveillante n'offrait pas de limites aux enfants. Et vous allez voir que c'est même précisément l'inverse. Ce qui cloche dans cette méthode, reprend Caroline Goldman, c'est le déni de besoins psychiques des enfants, qui ne concerne ni l'amour ni les explications, qui concerne la rencontre avec les limites éducatives et l'apprentissage de la frustration. Et donc, d'après elle, l'éducation positive n'apprendrait pas les limites et n'apprendrait pas à être frustré. Dénier que cette réalité existe, c'est mettre les enfants dans la souffrance parce qu'un tiers de leurs besoins psychiques n'est pas entendu, a-t-elle déclaré, donc un tiers concernerait la frustration. Donc, c'est assez problématique en fait ce qu'on est en train de lire là.
parce que c'est un discours populiste. On va ouvrir une parenthèse. On va ouvrir une parenthèse qui n'est que de l'expérience personnelle. Donc vous savez très bien que quand on parle d'expérience personnelle, ça n'est absolument pas à mettre au même niveau que ce qu'on peut lire dans la littérature sur Internet. Néanmoins, il se trouve que je travaille dans un domaine avec des populations plutôt défavorisées, donc je ne sais pas si c'est en rapport avec le fait que je travaille avec ce type de population ou si ça touche tout le monde. Je vous donne le contexte de mon expérience. Mais il se trouve qu'effectivement, moi, depuis 5-6 ans à peu près, j'ai très fréquemment l'habitude d'entendre des discours un peu populistes, disant que déjà les enfants liraient de moins en moins. On sait que c'est faux, au contraire, les adolescents lisent de plus en plus, que les enfants seraient de moins en moins intelligents, c'est des choses que j'entends. Or, si on prend le quotient intellectuel, ce qui est particulièrement réducteur, mais bon, néanmoins, c'est un critère parmi d'autres, comme, je sais pas, l'étude de l'évolution de l'intelligence d'une population, on s'aperçoit que la moyenne du quotient intellectuel en France augmente, année après année, depuis très longtemps. On arrive à un aplanissement de la courbe, donc ça augmente de moins en moins rapidement, mais si on utilise du coup le quotient intellectuel comme outil pour mesurer l'intelligence, qui est très réducteur, je vous l'accorde, on s'aperçoit que c'est faux. Et j'entends beaucoup ces discours, qui sont pour moi des discours très, très populistes, disant qu'aujourd'hui, les enfants seraient tous des enfants rois, qu'on les chouchouterait trop, que les parents ne les puniraient pas, qu'ils ne s'opposeraient pas à eux, etc. C'est un discours que j'ai l'habitude d'entendre, fin de parenthèse, ça n'est qu'une expérience personnelle. Je retrouve en fait, dans ce que dit Caroline Goldman, exactement ça, à savoir des discours populistes. Je retrouve dans la bouche de Caroline Goldman une femme qui dit de toute façon aujourd'hui, tout le monde éduque ses enfants de façon positive, et puis alors du coup, il n'y a plus jamais de limite avec eux. Et donc, ça crée des enfants rois, on leur apprend pas la frustration. Et je trouve que ce sont des propos populistes, non sourcés. C'est une opinion. Et c'est une opinion qui est une opinion, certes, populaire, en tout cas selon mon expérience. Vous savez ce que vaut une expérience, mais selon mon expérience, ce sont des propos que j'ai l'habitude d'entendre. Elles légitiment du coup des sortes de discussions de comptoir autour de l'éducation des enfants de la part de personnes qui ne sont pas formées à l'éducation des enfants. Je ne suis pas formé spécifiquement à l'éducation des enfants non plus. Je suis en train de réagir à certains propos avec de la littérature qui contredit ce qu'elle dit. Ensuite, elle dit qu'il y a une mauvaise traduction. Les textes anglo-saxons sur le sujet de l'éducation positive sont d'une extrême justesse, notamment les textes du Conseil de l'Europe, qui expliquent que la parentalité positive, c'est aimer, être tendre, encourager, féliciter, expliquer le monde à l'enfant, mais c'est aussi lui offrir des limites éducatives et en l'occurrence des punitions non violentes lorsque l'explication ne suffit pas. Et tout parent sait que l'explication ne suffit pas. Je ne sais pas si tous les parents savent que l'explication ne suffit pas, mais le fait est que vous avez différents âges, évidemment, mais à partir d'un an où la communication entre l'enfant et les parents est quand même bien établie, ce n'est pas une communication verbale, il y a quelques consonnes qui sont prononcées, parfois ils sont capables de dire papa ou maman à cet âge-là, mais l'enfant est tout à fait capable d'interagir avec la mère, il est capable de rire, il sourit, etc. Il y a déjà, à l'âge d'un an, des échanges qui sont des échanges assez profonds avec l'enfant. Oui, l'explication ne suffit pas. L'enfant n'a pas encore développé suffisamment le langage pour pouvoir avoir une compréhension suffisante de en fait, on va se coucher à 19h30 parce que demain on va chez la nounou et qu'il ne faut pas être fatigué. On sait très bien que l'enfant ne va pas comprendre précisément ces mots-là. Quand le langage commence à se développer entre 1 et 2 ans, bien évidemment que l'explication peut ne pas suffire, d'autant qu'on est des âges, à partir de 1 an, ça peut aller jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, il y a une crise autour de ces âges-là, entre 2 ans et demi, 3 ans et demi, vous le savez. Vous retirez un objet de la main d'un enfant, et c'est la catastrophe, vous lui dites non, et il déteste le fait qu'on lui dise non. Donc, bien évidemment que l'explication ne peut pas toujours suffire. Tous les parents sont effectivement complètement conscients de ce genre de choses. Mais ce que les parents disent, c'est pas que... Et je risque d'éternuer dans un instant, je sens. Ça n'est pas que l'éducation positive vise à toujours expliquer et à ne jamais prendre de décision verticale. On va vraiment revenir là-dessus en longueur. C'est simplement de dire que quand on prend une décision, parlons-en tout de suite. Dans l'éducation positive, l'idée, c'est que bien évidemment, il faut mettre des limites à l'enfant. Je ne connais aucun parent qui, dans l'éducation positive, se dise, quand l'enfant commence à marcher à partir de à peu près 12 mois, laissons-le tirer sur le manche d'une casserole avec de l'eau bouillante à l'intérieur parce qu'il ne faut surtout pas lui mettre de limites éducatives. Et puis si jamais il s'est bouillante et que il se retrouve greffé parce qu'il est brûlé au 2e ou au 3e degré, il aura appris une leçon. Mais évidemment que non. Aucun parent ne pense ça. C'est-à-dire que aucun parent ne considère que l'explication va suffire et qu'il ne faut pas parfois dire non et dire un non ferme. Et parfois même hausser la voix parce qu'il faut que l'enfant, même dans l'éducation positive, comprenne que le non va à la fois lui servir de structure pour pouvoir se développer, pour pouvoir accepter qu'il y a des choses qu'on peut faire en société, des choses qu'on ne peut pas faire, et également qu'il puisse comprendre qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement le mettre en danger. Et donc, même dans l'éducation positive, il convient parfois de prendre une décision verticale. Mais la différence entre l'éducation positive et d'autres formes d'éducation, c'est qu'on fait en sorte d'essayer de faire comprendre
comprendre que cette verticalité, elle a un sens. Il faut l'expliquer. On ne décide pas qu'il faut agir de telle ou de telle façon avec l'enfant parce que c'est arbitraire et c'est comme ça. Et de toute façon, moi je suis une grande personne et pas toi. Et donc tu vas faire ce que je te dis. On essaye d'expliquer en fait d'où proviennent ces décisions. Et Caroline Goldman caricature ça en disant ouais, les parents dans l'éducation positive, ils vont jamais frustrer l'enfant, ils vont jamais dire non. Et c'est complètement aberrant. Et il y a vraiment 2 erreurs, je trouve, que certaines personnes peuvent faire parfois au sujet de la perception de ce que c'est qu'un enfant, un nourrisson, un bébé, un nouveau-né, ce que vous voulez, vraiment un enfant en très bas âge. La première erreur, ce serait de considérer parfois qu'un enfant est un adulte plus petit, alors que pas du tout. Pour le coup, c'est un être humain qui a des besoins particulièrement spécifiques pour le développement psychomoteur, le psycho-affectif. Et la deuxième des choses, ce serait de considérer que comme c'est un bébé, c'est vraiment l'opposé total de cette considération. Bon, bah voilà, c'est pas vraiment un être humain, c'est presque une chose. Et si vous voulez, ça, ce sont 2 visions extrêmement caricaturales de ce que peuvent être l'enfant. Et j'ai l'impression que Caroline Goldman ne se base que là-dessus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui considèrent que l'enfant serait un adulte en miniature et donc on peut toujours tout lui expliquer, il va toujours tout comprendre. On n'est pas stupide, hein. On sait très bien que notre enfant à l'âge de 2 mois n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. On sait très bien que même s'il est capable de comprendre certaines choses quand il a 1 an, qu'il n'est pas capable de conscientiser toutes les choses qu'on est en train de lui expliquer ou de les comprendre. On sait très bien qu'un enfant à 6 ans n'est pas un adulte qui a simplement... c'est pas un majeur avec 12 ans de moins. C'est pas un mineur qui a 12 ans de moins qu'un majeur. On sait très bien que ce sont des personnalités spécifiques. Et donc, et de l'autre côté, il y a la perception de l'enfant qui serait comme un objet, qui justifie du coup le châtiment corporel comme la fessée par exemple. Et on va revenir justement là-dessus. J'entends très souvent des personnes me dire « Moi, j'en ai pris des fessées et des claques, hein, et ça m'a pas tué. » Et j'ai souvent tendance à répondre à ces personnes-là qui me disent ça. « Est-ce que vous vous rappelez de votre votre goûter d'anniversaire quand vous avez 4 ans ?» Souvent, ils me disent non. Et je dis « Mais est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez à la maternelle, un jour d'avoir pris une claque ?» Parfois, ils me disent oui. Et je dis bah, « Vous voyez quand même, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez retenu dans votre mémoire à l'âge de 4 ou 5 ans, une claque que vous avez subie, mais vous ne vous êtes pas souvenu de votre goûter d'anniversaire. » Ça dit quand même quelque chose des traces que peuvent laisser des violences éducatives ordinaires, comme des claques ou des fessées. On va revenir dessus. Ce qu'elle explique, c'est qu'il y a un problème de traduction française, véhiculé par des spécialistes autoproclamés, elle ne nous donne aucune source, dont aucun n'a de diplôme en psychologie et en pédopsychiatrie. La dimension des punitives non violentes a été gommée, ainsi que la rencontre nécessaire avec la frustration. Bien. Cette mauvaise traduction de la parentalité positive en France, on aimerait savoir qui a mal traduit, d'où ça vient, a donné lieu à une forme de psychopathologie, c'est d'une ironie désespérante. Au départ, c'était censé faire du bien, mais je ne vois aucun bien à cette littérature. On ment aux parents sur le réalisme de cette méthode, on ne peut pas déclarer que si une société est violente, c'est parce que les parents ont puni les enfants dans la chambre. Bien. Bref. Cette dame, elle est vraiment en colère. Elle est vraiment en colère et elle a déclaré, donc je voulais absolument introduire du coup ce personnage-là, comment elle raisonne, comment elle pense avec ces propos-là, d'accord ? Parce que ces propos-là, je trouve, sont assez significatifs d'une caricature qu'elle fait de ce qu'elle estime être l'éducation positive. Et donc, étant donné qu'elle est quand même pas mal attaquée, elle est passée sur France Inter, on lui a dit, vous êtes attaquée, comment vous vous sentez par rapport à ça ? Et elle a déclaré ça, et c'est tout aussi problématique pour moi. Mes collègues, moi, je les sens plutôt très soutenants avec moi, hein. Ceux qui me critiquent sont plutôt... je sais pas, là, récemment, il y a eu un historien médiéval ou des journalistes. Alors, bon, j'entends leur point de vue sur l'éducation. Rousseau aussi, hein, c'est à donner à l'expression de son point de vue, bon, en n'étant pas psy pour enfants. Mais bon, moi, quand même, c'est vrai que je préfère débattre avec des gens dont c'est le métier. Évidemment, c'est plus stimulant pour moi parce qu'ils savent bien la réalité à laquelle on a affaire. Et donc, c'est très intéressant parce que déjà, il y a une forme de mépris. Un historien médiéval, oui, je sais pas, c'est un domaine de la recherche qui est tout aussi intéressant que travailler sur le développement psycho-affectif et psychomoteur d'un enfant. Hein. Et en fait, voilà, il y a cette idée de moi, de toute façon, la profession me défend. Alors, sachez-le, sa profession ne la défend pas du tout. Vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux, vous lisez les commentaires des articles où elle intervient, vous allez voir qu'au contraire, sa profession est plutôt contre elle, plutôt en train de dire, en fait, on a plutôt des données dont on va parler dans un instant qui montrent que la punition corporelle, puisque le problème, c'est qu'étant donné qu'elle caricature parentalité positive et pas parentalité positive, en fait, il n'y a pas vraiment d'article qui étudie précisément, j'en ai trouvé, mais ils n'ont pas l'air très fiables, donc je ne vais pas vous les citer, qui étudie l'effet de dire à un enfant « va dans ta chambre ». Par contre, ont été étudiés les effets de la parentalité positive sur le développement des enfants, on va en reparler, et ont été étudiés aussi les parents qui utilisent de violences ordinaires, de violences éducatives ordinaires.
La fessée, ça a été étudié. La gifle, ça a été étudié. Et vous allez voir qu'on a des réponses très claires à ce titre-là. Et donc, on est face à une personne qui n'aime pas la critique. C'est-à-dire qu'elle considère que ses proches, ses semblables sont d'accord avec elle. C'est complètement faux, sachez-le, vraiment complètement faux. Pour le coup, elle est au contraire très très critiquée. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et elle considère que les personnes qui ne sont pas spécialistes de l'éducation, en fait, ils ne devraient pas avoir leur mot à dire. Elle dit oui, Rousseau a donné son point de vue sur l'éducation. Si vous connaissez l'histoire de Rousseau, si vous savez qu'il a abandonné ses enfants, c'est évidemment extrêmement caricatural et c'est pour montrer que les personnes qui ne sont pas spécialistes de l'éducation, ils abandonnent leurs enfants. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse de leur avis ? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La parentalité positive, c'est un truc qui est étudié. Je vous propose cet article, donc je viens de cliquer sur traduction automatique, donc la traduction ne sera pas parfaite, bien évidemment, qui dit voilà, c'est une revue systématique, c'est une méta-analyse qui a examiné les effets du système multiniveau triple P, donc Positive Parenting Program, un programme de parentalité positive, sur un large éventail de résultats pour les enfants, les parents et les familles. Plusieurs stratégies de recherche ont identifié 116 études éligibles menées sur une période de 33 ans. 116 études étudiées sur 33 ans, d'accord, dont sont une étude comprenant plus de 16 000 familles analysées quantitativement. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que l'éducation positive a des effets significatifs à court terme pour les résultats sociaux, émotionnels et comportementaux des enfants, pour les pratiques parentales, la satisfaction et l'efficacité parentale, l'adaptation parentale, la relation parentale et les données d'observation des enfants. D'autres effets significatifs ont été constatés pour tous les résultats à long terme, y compris les données d'observation des parents. Vous voyez, donc voilà, ça a des effets très positifs. Maintenant, Caroline Goldman, vous avez ça dans les ressources, si vous souhaitez cliquer dessus et lire l'article par vous-même, n'hésitez pas. Caroline Goldman, du coup, est en train de caricaturer ce que serait que la parentalité positive. La parentalité positive, ça n'est pas un modèle d'éducation complètement idéaliste qui flotterait comme ça dans les airs. C'est un truc qui va se confronter au réel. Et un parent qui a décidé du coup d'essayer d'utiliser ces méthodes d'éducation de parentalité positive, donc d'expliquer à l'enfant la décision, d'expliquer pourquoi le non. On sait très bien que quand on dit non à un enfant d'un mois, il ne va pas comprendre pourquoi, que quand on dit non à un enfant d'un an, il peut à peu près comprendre pourquoi, on n'en est pas tout à fait sûr à 100%, qu'à 2 ans, il comprend pourquoi, et qu'à partir de 5-6 ans, il est capable de raisonner et d'interpréter les raisons qu'on lui donne. On sait très bien. C'est pas parce qu'un parent va décider d'appliquer ce type de méthode que le parent ne va jamais punir, que le parent ne va jamais hausser la voix, parce qu'il faut confronter ça au réel. Vous avez, je sais pas, on va prendre un cas particulier. À partir du moment où il y a cette peur du détachement avec la mère, qui survient en général autour de 12 mois, parfois un petit peu plus tard, selon les enfants. D'un seul coup, alors que l'enfant a toujours bien dormi, ça peut devenir très difficile de le coucher. Et imaginez un parent célibataire, une mère célibataire qui doit tous les soirs se battre pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure avec l'enfant qui va hurler parce qu'il ne veut pas dormir. C'est pas parce qu'elle est dans une démarche d'éducation positive que cette femme n'a pas d'émotion, en fait, de sentiment, et qu'il n'y a pas un soir où elle va pas se dire mais en fait j'en peux plus là. Là il faut que tu dormes. Donc là maintenant je vais te laisser, je vais arrêter d'essayer de t'accompagner dans le sommeil parce que je n'en peux plus, je vais mettre des boules caisses et je vais me coucher parce que je n'en peux plus. Évidemment que ça peut arriver. Elle est en train d'expliquer qu'en fait, dans le système d'éducation positive, les parents seraient, je sais pas, des sortes d'êtres de lumière qui seraient complètement composés d'émotions purement positives, vous voyez, des sortes d'incarnations d'anges sur Terre, qui n'auraient jamais d'émotions, et qui réagiraient toujours de la même façon. C'est-à-dire que l'enfant ferait un caprice, je sais pas, au supermarché, 1 an c'est un peu tôt pour un caprice, mais on va dire 1 an et demi, il a un objet dans les mains, vous les reprenez, il fait un énorme caprice. Ça va pas l'énerver, vous voyez, elle va dire « Oh non, moi je suis une mère en parentalité positive, donc alors mon chéri, je vais t'expliquer, je t'ai repris l'objet de la main, parce que si jamais tu prends un objet sans qu'on l'ait payé, ça s'appelle du vol, et le code pénal peut sanctionner le vol. » Non mais je veux dire, où on est quoi. Bien évidemment que même si vous êtes dans une démarche de parentalité positive, vous avez des émotions, et parfois vous en avez marre. Et parfois, vous pouvez sortir du coup de cet idéal de parentalité positive, et dire « Mais en fait, là j'ai plus envie de discuter, là je n'ai plus le courage de t'expliquer. » Donc en fait, tu reposes ce que tu as pris, et puis c'est comme ça. Alors, évidemment, on aimerait tous être des personnes parfaites et ne pas tomber là-dedans, mais ça m'énerve que Caroline Goldman ne confronte pas ça au réel et considère que les personnes qui essaient d'appliquer la parentalité positive seraient tout le temps dans ce truc de « on va expliquer les pauvres chouchous, les pauvres chéris, machin, ça m'agace. » On a étudié, bien évidemment, ce que provoquaient les châtiments corporels. La plus grosse revue de littérature que j'ai pu trouver, elle est là-dessus. Elle a été basée sur 70 enquêtes. Ça a été fait sur des familles dans la petite enfance, dans 40 pays à revenus faibles et intermédiaires. J'ai pas trouvé énormément de choses sur la question. Mais
En revanche, ce qu'on retrouve, c'est que toutes les formes de châtiment corporel, y compris la fessée, sont susceptibles de nuire au développement et au bien-être des jeunes enfants. L'éducation du public, l'interdiction légale des châtiments corporels et d'autres efforts sont nécessaires pour protéger les enfants contre les châtiments corporels et promouvoir leur bien-être, leur santé et leur développement. Sauf que c'est pas ça qu'elle prône, Caroline Goldman. Elle dit pas il faut frapper les enfants, elle dit il faut être capable de les punir. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé quelques études qui parlent de la punition et qui sembleraient montrer que la punition n'est pas très efficace. De ce que j'ai lu, ça ne semble pas très efficace. Mais ce n'est pas des revues de littérature, ce n'est pas des gros travaux qui ont été faits. Mais le problème, c'est que comme elle caricature la position, si on veut faire de la recherche pour comparer l'éducation positive, à quoi on compare ? On compare à ce que la recherche a déjà essayé d'évaluer, à savoir le châtiment corporel. Et ça ne marche pas. Donc peut-être que, effectivement, la punition a, je ne sais pas, a une réelle efficacité, ne nuit pas au développement psycho-affectif des enfants, etc. Peut-être, j'en ai pas trouvé la preuve. J'ai même plutôt trouvé des articles qui avaient tendance à dire l'inverse, mais j'ai pas trouvé de grosse revue de littérature sur cette question-là. Et du coup, ça m'agace, tu vois. Vous voyez, c'est un truc qui m'énerve. Caroline Goldman arrive en disant « La parentalité positive ne met pas de limite aux enfants, bien sûr. » Oui, bien sûr. Et donc, ça crée des enfants rois. Et donc, et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus grave. Je vous présente Hugo Bopp. Alors, Hugo Bopp, c'est un très bon compte, Sur Twitter, j'aime beaucoup ce qu'il partage. Voilà. Donc lui, il est psychiatre. Il est psychiatre et il s'intéresse aux questions de l'éducation. Et il a relevé quelques petites choses qui ne vont pas du tout dans le discours de Caroline Goldman. Donc là, par exemple, vous avez un article qu'il partage et où elle dit quelque chose d'assez intéressant. Donc là, elle dit, par exemple, de quoi est-ce qu'on lui parle exactement ? Elle parle du trouble déficit de l'attention, je crois. Elle dit « Fondé par des assurances de santé et des laboratoires pharmaceutiques, le DSM tend malheureusement à résumer les maladies à des indices extrêmement visibles et grossiers, cela afin de faciliter le repérage des symptômes par les professionnels ou l'action des molécules sur eux. Cela appauvrit considérablement le soin en imposant aux nouveaux psys de coller des étiquettes simplistes qui nient la complexité de l'origine de ces troubles. On voit par exemple les dégâts de cette approche avec le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. De nos jours, si l'on en croit les chiffres, pas moins de 11% de jeunes Américains en seraient atteints. C'est totalement aberrant et hautement improbable, source. Car cette pathologie reste très marginale et découle souvent de dommages au cerveau durant la grossesse. Source, bordel. C'est simple, durant ma carrière, je n'en ai croisé aucun. Donc elle le dit bien, je n'ai croisé aucun enfant TDAH de ma carrière. C'est écrit tel quel, elle le dit en 2024, le 1er septembre 2024. Et Hugo Bopp a très bien retrouvé ce qu'elle avait déclaré dans le Nouvel Observateur, où elle dit « Derrière 95,5% des enfants TDAH se cacherait selon elle une agitation maniaque pour lutter contre une dépression infantile. » Source. Une excitation due à un conflit oedipien non résolu, bon là, on va même pas revenir là-dessus, ou une trop grande liberté pulsionnelle laissée à la maison. On retrouve ici l'enfant mal limité. Cette théorie affective a le défaut de nier l'héritabilité du TDAH, qui est pourtant estimée à 76% par l'étude épidémiologique de référence. Elle laisse surtout entendre qu'une guérison est possible. En juillet 2024, donc 2 mois après avoir déclaré qu'elle n'en avait jamais eu en cabinet, chez elle, nous l'avons interrogée, elle dit... Donc la question qu'on lui a posée, est-ce que vous guérissez tous les enfants TDAH ? Elle répond oui, absolument, à partir du moment où les parents me suivent dans la démarche curative. J'ai des parents à qui je dis voilà ce qu'il y a à comprendre et ce qu'il y a à faire à partir de maintenant. Seule une immense minorité n'y arrive pas. Donc en fait, elle soigne tous les TDAH qui n'existent pas, donc qu'elle n'a jamais vu dans son cabinet. Tout ça est très confus, Caroline Goldman. Tout ça est très confus et tout ça mérite les critiques assez acerbes que vous recevez sur du coup cette volonté de caricaturer complètement les positions et de caricaturer l'éducation positive. Vous avez trouvé une explication monocausale à tous les troubles de développement affectif des enfants et éventuellement à tous les troubles que vous considérez ne pas exister, comme le TDAH par exemple. Et ça mérite des critiques, ça mérite d'aller lire la littérature sérieusement qui ne semble pas dire ce que vous dites, très clairement. Les ressources bibliographiques que l'on trouve semblent dire plutôt l'inverse de ce que vous dites, que l'éducation positive a beaucoup d'effets à condition que vous ne caricaturiez pas ce qu'on entend par éducation positive, parentalité positive. Et donc je voulais parler de ça parce que c'est assez important. Les violences éducatives ordinaires, quelle qu'elle soit, c'est une normalisation de la violence. Et si on veut travailler sur des questions, ce qu'on fait sur la chaîne justement de la violence sociale, si on veut travailler sur la question de la violence masculine, etc., il faut qu'on arrive à se poser les bonnes questions sur absolument tous les sujets qui peuvent concerner l'apparition de ces violences-là. Et du coup, utiliser des techniques de violence éducative ordinaire
pour normaliser finalement l'utilisation de la violence pour résoudre des situations. Je ne peux pas l'affirmer, mais peut-être que ça peut avoir un impact sur le développement ensuite violent des individus quand ils grandissent. C'est une hypothèse que je fais. Je n'ai absolument rien pour pouvoir le prouver. Enfin, en tout cas, je n'ai pas fait de recherche, c'est peut-être vrai. Mais... Et donc, il est important qu'on se pose aussi ces questions-là sur ces chaînes-là. Quand vous avez des personnes qui se disent spécialistes de l'éducation, eh bien, ce serait quand même pas mal qu'on soit absolument certain et certaine que ces personnes-là sachent de quoi elles parlent. Et j'ai beaucoup de doutes au sujet de Caroline Goldman. Voilà ce que je voulais vous dire à son sujet. C'était un peu long, c'était peut-être un peu décousu, je ne savais pas comment prendre l'épisode, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Salut les amis.